Lula da Silva quitte donc la présidence de la République du Brésil après 2 mandats. La constitution de son pays lui interdit d'en faire un 3e, et lui au moins il ne l'a fait pas modifier pour tenter de rester au pouvoir, et pourtant il est resté extrêmement populaire au Brésil. Alors nous sommes installés à la Maison du Brésil, à la Cité universitaire à Paris, pour vous parler un petit peu de ce pays passionnant et tenter de faire un bilan des années Lula. Voici le Brésil sur la carte du monde. Avec 8,5 millions de kilomètres carrés, le pays occupe à lui seul la moitié de l'Amérique latine. D'ailleurs, on perçoit mieux cette taille continentale en comparant une carte de l'Union européenne à une carte du Brésil à la même échelle. 40% de la superficie du Brésil est occupée par la forêt amazonienne. Il y a aussi une longue façade sur l'Atlantique, ce qui permet l'industrie de la pêche et l'exploitation pétrolière offshore. Le pays a aussi un énorme réseau hydrographique, avec bien sûr l'Amazone, c'est le plus long fleuve du monde, 7000 km, ce qui favorise les barrages hydroélectriques et la production agricole. Le Brésil est une république fédérale avec 26 États fédérés, plus le district de la capitale, Brasilia. Alors qui sont les Brésiliens? En 2010, le pays compte 195 millions d'habitants, et c'est une population très diverse, faite de migrations et de métissage multiples. Elle est composée d'Indiens, premiers occupants de ces terres, de descendants des Portugais, mais aussi d'immigrants italiens, allemands, français, japonais, syro-libanais, et bien sûr la population noire, leurs ascendants ayant été importés d'Afrique pour travailler comme esclaves au Brésil. Aujourd'hui, les Brésiliens sont avant tout des citadins, 83% d'entre eux vivent en ville. Les plus importantes sont le long de la côte atlantique, Sao Paulo, Rio de Janeiro, qui fut la première capitale, Salvador, Fortaleza. L'histoire de ce pays, c'est aussi un peu l'histoire de ses matières premières qui ont fait sa richesse. Il faut se souvenir que le Brésil a longtemps été une colonie du Portugal. Au XVIe siècle, les colons portugais développent sur ce territoire d'abord le bois, qui a donné son nom au pays, le bois de braise, utilisé pour la teinture se dit pau-brasil en portugais, et d'ailleurs le portugais est resté la langue nationale. Après le bois, le sucre va former la base de l'économie du pays. C'est pour exploiter justement les champs de canne à sucre que les colons portugais amèneront de force quelques 3 millions d'esclaves africains, donc une main-d'œuvre à coût zéro, qui économiquement représentera un véritable avantage concurrentiel pour le pays. L'or, qui est découvert au XVIIe siècle, amorce le 3e cycle économique du pays, et il va faire la richesse du commerce mondial de l'époque et en même temps celle de la monarchie portugaise. Et puis à partir du XIXe siècle, le pays, qui devient indépendant en 1822, exporte le café, dont il détiendra jusqu'à 75% du marché mondial, puis le caoutchouc. Voilà, ceci pour vous montrer que le Brésil a toujours été un pays riche, doté d'une grande diversité de ressources, donc du bois, du sucre, l'or, le café, le caoutchouc, et cette richesse a toujours été tournée vers l'exportation. Alors comment fonctionne le pays aujourd'hui? Prenons une carte de la géographie économique du Brésil. On trouve du pétrole et du gaz, des mines de charbon, du minerai de fer, du manganèse, du cuivre, de l'étain, des diamants, il y a toujours de l'or. Le pays produit aussi du maïs, du blé, du café, du soja, du sucre, du tabac et de la viande, et ces productions sont plus ou moins réparties par grandes régions. Dans la région du Nord-Est, on trouve principalement du cacao, du coton, de la canne à sucre. C'est à partir de cette canne à sucre que s'est développée la production d'agrocarburants. Ces cultures sont produites dans d'immenses exploitations, les fazendas. Leur taille peut d'ailleurs aller jusqu'à celle d'un département français, et elles appartiennent à un petit nombre de propriétaires. 1% d'entre eux détiennent 43% des terres, et en fait ces immenses propriétés sont rarement exploitées dans leur totalité. D'où ce mouvement des sans-terres, c'est-à-dire ces petits paysans qui viennent occuper les terres inexploitées et réclament une réforme foncière, et ce depuis très longtemps. Le sud-est est le cœur économique du Brésil. D'abord, la région s'est développée à partir du XIXe siècle grâce au café. L'essentiel du secteur tertiaire et de la production industrielle se concentre dans cette région-là,
où se trouvent les grandes villes de Sao Paulo, Belo Horizonte et Rio de Janeiro. Dans la continuité du sud-est, la région sud, qui est la deuxième grande région économique du Brésil, c'est là que se trouve le deuxième barrage au monde, Itaipu, à la frontière avec le Paraguay. En remontant un peu sur la carte, on trouve le Mato Grosso, et c'est sur les plateaux du centre-ouest que l'on trouve les zones d'élevage intensif et que se développe depuis plusieurs années la culture du soja, destinée à l'alimentation du bétail et à la production des agrocarburants. Enfin, dans la région nord, la forêt amazonienne. Sa mise en valeur a commencé dans les années 60 par l'ouverture de ce que l'on nomme les fronts pionniers, avec le percement de routes pour faciliter l'exploitation du bois et celle des ressources minières. On le voit, le Brésil est donc un géant géographique et économique, mais c'est seulement au cours de cette dernière décennie, c'est-à-dire pendant les 2 mandats de Lula, que le pays a vraiment pris une stature internationale. Le Brésil, désormais, est l'un des grands pays émergents, c'est l'un des BRIC, BRIC pour Brésil, Russie, Inde, Chine. Son économie est la 9e dans le classement mondial, si on considère le PIB exprimé en parité de pouvoir d'achat. Le Brésil est premier producteur au monde de café, de sucre de canne, d'orange, 2e pour le poulet, le tabac, le soja, 3e au monde pour la viande bovine. On le sait rarement, ce pays est aussi le premier constructeur au monde d'avions de petite et moyenne taille, avec la compagnie brésilienne Embraer. Cette dynamique à l'exportation a été amorcée sous la présidence Cardoso, et Lula l'a renforcée avec une diplomatie commerciale très volontariste. Cela apparaît bien lorsque l'on pose sur une carte tous les pays visités par Lula entre 2003 et 2010, dont certains d'ailleurs à plusieurs reprises. États-Unis, Europe, Russie, Inde, Chine, dans de nombreux États africains et asiatiques, notamment les pays lusophones, Angola, Mozambique, ainsi que le Timor oriental. Lula s'est même rendu en Antarctique, et puis bien sûr dans tous les pays de l'Amérique latine et de l'Amérique centrale, afin de renforcer le Mercosur, qui est l'organe économique d'intégration régionale, c'est-à-dire en fait un outil de concurrence économique avec les États-Unis et l'Union européenne. Le taux de croissance tourne autour de 5% ces dernières années, et en reconstituant progressivement ses réserves financières, le pays a pu rembourser une dette extérieure qui était chronique. La chute de la courbe, on le voit, est tout à fait spectaculaire, et le Brésil se retrouve créditeur net depuis 2008. Voilà, ce sont tous ces éléments qui ont donné de la marge de manœuvre pour financer les mesures sociales qui avaient été annoncées au début de la présidence Lula, notamment le programme Faim Zéro, destiné à lutter contre la malnutrition et l'exclusion, Bourse familiale, qui est un programme d'allocation familiale favorisant la scolarisation et la vaccination des enfants. Alors pendant les 8 années de mandat de Lula, le nombre de pauvres, de fait, a diminué au Brésil. Le nombre de personnes vivant avec moins de 42 € par mois, c'est-à-dire en dessous du seuil d'extrême pauvreté, selon les critères brésiliens, est passé de 17,5% en 2003 à 10,5% en 2008. Le chômage a baissé, passant de 12% fin 2002 à 8% fin 2008. À cela s'est ajoutée la hausse du SMIC et le soutien financier aux personnes modestes de plus de 65 ans. Donc le bilan est là, mais cette réalité doit être nuancée de plusieurs manières. D'abord, ces financements se sont surtout appuyés sur les résultats de la croissance et non sur une modification de la fiscalité interne. Les terres agricoles ont été beaucoup moins redistribuées que ce qui avait été annoncé. Ensuite, l'extrême pauvreté reste très élevée dans les parties les plus déshéritées du pays. Dans le nord-est, par exemple, elle concerne encore un quart de la population. Et puis la croissance des hauts revenus a été forte, notamment par la financiarisation de l'économie, au Brésil comme ailleurs, et le Brésil est un pays de plus en plus inégalitaire. Il a un très mauvais indice de Gini. Le Brésil est 133e sur 142 pays recensés dans le monde. En fait, il n'y a pas eu assez de réformes de structure. 2-3 exemples.
Par exemple, il y a toujours au Brésil un sentiment d'impunité, ce qui conduit à la corruption et à l'insécurité, donc besoin de la réforme du système judiciaire, réforme du Code du travail pour favoriser plus l'embauche, le recrutement, réforme de la fiscalité aussi. Donc Lula finalement a pratiqué une sorte de socialisme modéré, fait d'un mélange de mesures sociales, de discipline budgétaire et de paris constants sur les privatisations et paris sur la croissance. Voilà, l'homme reste très respecté dans son pays, très respecté à l'international aussi. Je vous rappelle que le Brésil est candidat à un poste permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi très populaire dans les pays du Sud. Et d'ailleurs, pour obtenir cette popularité, Lula n'a pas eu besoin de prendre une posture anti-occidentale, comme le fait constamment son voisin vénézuélien, Hugo Chavez. Voilà, vous voyez, l'analyse est plutôt laudative sur l'homme et sur la politique. Alors, dans un prochain numéro, je vous parlerai spécifiquement du modèle énergétique brésilien, qui est tout à fait spécifique et qui a beaucoup de conséquences sur l'économie internationale. Alors, je vous signale que la revue Problèmes d'Amérique latine consacre un dossier au Brésil à la fin des années Lula. La revue Diplomatie, tout un numéro sur les nouvelles puissances. Et puis le livre passionnant de Stefan Zweig, Brésil, terre d'avenir, en livre de poche. Et puis toutes ces références, vous pouvez les retrouver sur le site du Dessous des cartes à arte.tv.